Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Antonin Adjé. Antonin est auteur, connu et reconnu aujourd'hui pour son roman de science-fiction Interphile, publié pour un public jeunesse, la fameuse catégorie Young Adult. J'ai trouvé le thème de son roman brillant, parlant en creux du danger des réseaux sociaux. J'ai repéré Antonin, comme beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, justement grâce à des vidéos au format court qu'il publie régulièrement sur TikTok, Twitter, Instagram, des conseils d'écriture directe et pratique. Un auteur qui maîtrise Instagram et TikTok et qui sait utiliser ces outils pour ce qu'ils ont de bon à offrir, ce n'est pas banal. Voilà pourquoi j'ai eu envie de discuter avec lui, jeunesse, science-fiction, réseaux sociaux et écriture. C'est parti pour un cocktail détonnant. Bonjour Antonin, bienvenue. Bonjour Mickaël. Alors Antonin, j'avais repéré tes vidéos très intéressantes sur l'écriture, sur la narration, un petit format court de 1 minute que tu publiais tous les jours depuis le confinement. Et puis un jour, ma fille est venue me voir, elle sait que j'écris, elle m'a dit « Tu devrais écouter Antonin Adjé, il donne des conseils d'écriture, ça devrait te plaire et son roman est incroyable. » Alors j'étais fier de dire à ma fille « Oui, je connais déjà », mais j'ai aussi été intrigué par la façon dont tu as réussi à toucher ton public au travers des réseaux sociaux. Donc, j'en profite pour te transmettre un retour de terrain. Ton roman est incroyable, donc bravo. Merci à ta fille. Avant de revenir sur Interphile, j'aimerais que tu nous parles de tes débuts dans l'écriture, parce que j'ai fait un peu de recherche, tu as étudié les sciences politiques, tu as fait des relations internationales dans tes études, tu as travaillé dans la communication. C'est loin de l'écriture de fiction, tout ça. Comment tu t'es lancé? Comment tu en es arrivé à écrire? En fait, pour moi, en tout cas, c'est loin, c'est pas loin. J'ai toujours écrit. J'écrivais très peu de science-fiction avant. J'étais surtout dans soit ce qu'on appelle les fameuses tranches de vie, donc c'est des histoires quotidiennes qui peuvent se passer, qui peuvent arriver à tout à chacun, des rencontres, des métros, etc. Ou des romans, enfin des histoires policières. J'aime beaucoup la logique du coup de théâtre, de l'intrigue un peu ciselée, ce qui est surtout un peu sur Interphile. On est sur une thématique de science-fiction, mais je trouve qu'il y a des ressorts très proches du polar, où il y a un mystère à résoudre. Enfin, j'aime beaucoup ça. Pour ceux qui connaissent, je suis plus du côté architecte que du côté jardinier. Les architectes étant ceux qui vont justement travailler leur intrigue, parfois au détriment des personnages, et les jardiniers vont plus essayer un peu pousser leurs idées comme ça. Et j'ai toujours fait ça, mais une chose que j'étais sûr de ne jamais vouloir faire, c'était vraiment me concentrer que sur des études littéraires, ne faire que de la lecture, etc. J'avais peur, et je pense que c'est plutôt le cas, que ça reste quelque chose de très auto-centré en fait. Le fait de faire des études de sciences politiques, par exemple, c'est loin d'écriture en soi. Par contre, ça offre une culture générale qui peut être utilisée sur l'écriture. Interphile, justement, j'ai un peu joué. Il y a aussi une réflexion sur la société. Là, il y a des discriminations entre envers ceux qui ne sont pas connectés à Interphile. De tome 2 et 3, il y a d'autres pays qui utilisent différemment Interphile. Donc en fait, moi, ma logique, c'est qu'en fait, c'est intéressant d'aller voir ailleurs, au-delà de l'écriture, de voir des films différents, d'étudier des choses différentes, de voyager, pour s'enrichir, en fait, et tout ça, ça peut servir de matière. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais écrire, c'est aussi un travail, mais je pense qu'avoir donné que dans des livres, c'est se fermer d'autres manières d'avoir de l'inspiration. Donc pour moi, c'est pas si donné que ça. Et voilà, et les sciences politiques, c'était aussi cette envie, voilà, de comprendre un peu le monde qui m'entoure. Et au final, quand on est auteur, c'est parfois pour comprendre le monde qui nous entoure qu'on écrit aussi. On va faire des réflexions, même des romans de science-fiction, etc. C'est souvent des échos à notre propre rapport de pouvoir. Enfin, Star Wars, c'est pas que des sabres laser, c'est aussi une réflexion sur le pouvoir, la dictature, la démocratie. Donc c'est intéressant de réfléchir un peu à ça. Et après, pour les études, le travail de communication, c'est très pragmatique, hein, c'est qu'on peut pas vivre tout de suite de son métier d'écriture, donc c'est bien de travailler. Et j'ai fait ça parce que j'avais l'opportunité. Au final, ça m'a servi puisque ça m'a permis de comprendre un petit peu les rouages de la communication, notamment en ligne. Et là, on arrivera sur mon rapport aux réseaux sociaux. Mais voilà pourquoi j'ai fait un peu de communication. Puis si on est un peu cynique, on peut dire que communiquer, c'est aussi raconter des histoires. Quelqu'un qui communique autour d'une marque, c'est aussi présenter une certaine image. Il y a des ressorts narratifs aussi. Donc voilà pourquoi les relations internationales, voilà pourquoi la communication, et au final, c'est pas si loin que ça d'écriture.
Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling. Exactement, le fameux. Le fameux. Oui, tu disais que tu avais commencé par le polar. T'as gagné il y a assez longtemps maintenant, en fait, un prix sur le C'est polar. vrai, Donc c'était un peu je crois que c'était en 2008 à Quai du Polar pour une nouvelle Les Étoiles. c'est ça. C'était un peu ton premier genre ouais, auquel tu t'es essayé. Mm. Oui, oui, c'est ça. C'était très très sombre. J'écrivais très sombre. Moi, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des histoires. Il fallait qu'il y ait un mort par page. Maintenant, je me suis calmé, surtout que je fais de la littérature jeunesse. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir cette idée que faut vraiment être hyper dark. C'est un peu ma manière d'être émo. Mais ouais, ouais, j'aime bien ce jeu du polar. C'est comme un tour de magie en fait. Le but c'est de surprendre le spectateur sans qu'il se rende compte en fait, et qu'à la fin ils se disent ah, comment j'ai pas pu voir ça. Et même maintenant, quelques années plus tard, quand même si je suis sur des registres différents de la science-fiction, j'aime bien retrouver cet effet-là, de provoquer cet effet de manipulation au lecteur. Je pense que l'art et la littérature et les histoires, c'est un des seuls moments où les gens sont contents d'avoir été manipulés. Ça et quand Mm. on fait d'Akiné. Mais donc c'est pas mal de jouer un petit peu avec ça, je trouve. Mm. Effectivement. Donc là, tu gagnes un prix en 2008, mais finalement, tu vas être vraiment publié que beaucoup plus tard. Alors, je crois, je sais pas que tu vas m'expliquer, mais tu vas gagner un prix We Love Words sur la Ouais, c'est plateforme We ça. Love Words pour Pocket jeunesse. Et j'ai lu que c'était en 2012 et tu as été publié pour Interphile en 2018. Donc C'est là que nous, pardon. ouais, c'était le même projet que tu avais soumis ou c'était un autre projet et finalement tu as switché ou comment ça s'est passé? Non, non, c'était le même projet et nous découvrons des joies de l'attente quand on doit se faire éditer. Donc j'ai effectivement, en fait, j'ai pu écrire cette histoire sur les réseaux grâce à un réseau social. Puisque Word, c'était un projet qui n'était pas idiot, c'était un peu ce qu'on appelle, enfin c'était Wattpad avant Wattpad, où en fait on pouvait poster tous ces textes, les gens pouvaient lire, commenter, liker. Et une des manières qu'avait ce réseau de gagner de l'argent, qui n'était pas suffisante, mais bon, c'était de faire des concours d'écriture. Donc il y avait des fois des entreprises qui les sollicitaient, il fallait écrire des pitchs, etc. Et puis un jour, il y a Pocket Jeunesse qui a fait un partenariat avec eux. Il fallait imaginer une histoire futuriste ou un réseau social contre le monde. C'est là que j'ai pensé à Interfield, donc c'est un réseau social qui permet de partager ses émotions. Et je trouve ça intéressant que ce soit pas juste un méchant réseau social dirigé par une méchante personne, mais un réseau en fait que les gens choisissent librement d'utiliser, mais au final, ils sont eux-mêmes leurs propres bourreaux, quoi. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont contrôler leurs émotions parce qu'ils savent qu'elles sont perçues par les autres, etc., etc. Et je trouvais cet autocontrôle plus intéressant parce que justement, ça rejoint ce que tu dis au début, ça permet de creuser la thématique actuelle des réseaux parce que il y a personne ne nous force à aller sur des réseaux, mais on y va quand même. Donc il y a un point de vue individuel avec une espèce d'addiction, très clairement, un désir de gratification. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus général où maintenant, moi en tant qu'auteur, par exemple, j'ai plutôt intérêt d'être sur des réseaux pour me faire connaître. Donc il y a aussi une pression comme ça. Et donc c'est un moyen de réfléchir à tout ça en 2012. Donc c'était surtout Facebook à l'époque. Donc je gagne le concours en 2012. Je commence à écrire en 2013. Je finis en 2014. Là j'envoie le manuscrit et pendant 2 ans en fait j'ai pas eu de nouvelles parce que la maison d'édition étant ce qu'elle est, ils sont très occupés. J'étais pas un auteur connu, j'étais un primo-écrivain, donc c'était mon premier texte. Donc j'étais pas la priorité. Et c'est vrai que sur le moment, tu dis un petit peu, mais en fait, ils vont pas m'éditer, quoi. J'ai bossé 2 ans pour rien. C'est un peu violent, c'est cette période-là où t'as pas de réponse. Et eux ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils font. C'est juste qu'ils ont pas de temps. Et vers 2016-2017, j'ai dit bon bah là, faudrait peut-être y aller quoi. Et en fait, ils ont dit ah bah oui, on va y aller quoi. Et ils ont lancé la machine. Et une fois que la machine est lancée, ça va très très vite. Et donc en quelques mois, j'avais fait 2-3 relectures. On avait choisi l'illustration et c'était prêt en janvier 2018, mais ils ont pris la décision, qui était je pense une bonne décision, de sortir en juin 2018 pour que ce soit une lecture de vacances. Et ça a marché. Et c'est comme ça qu'est sorti le premier tome d'Interfield. Ok. Et donc, oui, c'est une idée qui a germé en 2012, ce qui était quand même très précurseur pour la méfiance des réseaux sociaux. Elle a émergé depuis, mais c'était à l'époque très très précurseur par rapport aux tendances. Je sais pas, je pense rétrospectivement, on se dit ça, mais je pense que déjà en 2012, les gens se méfiaient. Je pense que dès que Facebook est arrivé, de toute façon, les gens commencent à se méfier parce qu'on se rend pas compte, mais à l'époque, le simple fait de dire publiquement sur Internet qu'on est en couple ou que c'est compliqué
ou mettre des photos de sa famille, ça faisait déjà très très peur, et c'était en 2008 quand Facebook est arrivé, voir, je crois que c'est 2008. Donc en 2012, de toute façon, c'est pas un hasard. Si ce concours d'écriture avait pour thématique le danger des réseaux sociaux, c'est que déjà c'était une réflexion. Maintenant, je trouve qu'elle s'est amplifiée, cette inquiétude. Je pense qu'elle est plutôt légitime. Il y a beaucoup de choses qui vont pas sur les réseaux. Mais déjà à l'époque, je pense qu'il y avait cette inquiétude aussi du monde qui change, de la manière différente de se présenter, de se mettre en avant. Il y avait déjà beaucoup d'interrogations qui se faisaient en fait. Oui, ça s'amplifie aujourd'hui, tu as raison. J'apprécie que tu dises que je sois précurseur, mais je pense que j'étais pas tant que ça. C'est pour ça que... Non, mais moi ça me paraît loin à l'échelle des réseaux sociaux, donc j'ai du mal aussi à recaler dans l'histoire. Exactement, de contexte de l'histoire des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'Interfield, parce que bon, voilà, le principe c'est un réseau social dans lequel chacun partage ses sentiments. Comment tu présentes ça? Comment tu présentes ce projet, cette histoire? Tu veux dire à la maison d'édition? À la maison d'édition ou à tes lecteurs que tu croiserais? Comment tu le promeux aujourd'hui? J'ai eu beaucoup de chance. Bon, déjà j'ai eu de la chance parce que j'ai pu remporter le concours et sortir mon livre, mais en fait, ce qui était demandé pour le concours, c'était l'écriture du premier chapitre, un synopsis du projet, donc un résumé en une page, et la bible des personnages, donc un résumé des différentes caractéristiques des différents personnages. Et en fait, ça m'a aidé à cadrer directement ce que je voulais faire, en fait. C'est-à-dire que comme j'ai dû écrire un synopsis, j'ai dû penser à la fin de l'histoire très rapidement, et j'ai très peu dévié de ce synopsis que j'ai écrit en 2012, même si le livre est sorti en 2018. Et en fait, ça m'a aidé à être très concis. Et en fait, la force de communication d'Interfield, c'est que je peux résumer en une phrase l'histoire. C'est l'histoire d'un réseau social qui permet de partager ses émotions. Première phrase, description. Deuxième phrase, un jeune homme, suite à un événement tragique, va remettre en question ce réseau et découvrir et vouloir savoir ce qui se cache derrière. Et là, d'un point de vue marketing, ça marche très bien parce qu'en fait, on sait si on aimera ou on n'aime pas quoi. Et c'est vrai, quand je présente ça, les gens disent ah bah c'est bien, ou alors ils aiment pas, ça les intéresse pas. Mais ça, alors que d'autres histoires, notamment celles que j'écris en ce moment, c'est parfois plus dur de les résumer en une ou deux phrases parce que résumer Game of Thrones en deux phrases, c'est plus compliqué. On pourrait, c'est la guerre, une guerre de pouvoir entre 7 maisons dans un monde médiéval, mais on voit moins l'originalité de l'histoire en fait. Donc, et je pense que c'est ce qui a plu aussi à la maison d'édition, c'est que d'un point de vue marketing, ça marchait bien. On pouvait très clairement dire de quoi il s'agissait. Et ça, c'est intéressant, même s'il faut pas faire que ça, se concentrer que ça pour écrire. Le fait de pouvoir synthétiser ce qu'on veut écrire très rapidement, en une phrase ou deux, outre le fait que c'est intéressant d'un point de vue commercial, c'est intéressant pour soi, pour savoir où on va, etc. Donc, les circonstances m'ont permis de vraiment synthétiser ce que je voulais raconter dans Interfield. Et ça m'a aidé pour écrire ce qui était mon premier roman, en fait, où sans ça, je pense que je serais parti peut-être un peu partout, quoi. Au moins, je savais où était la fin, je savais ce que je voulais raconter, et c'était pas mal. Est-ce que la cible jeunesse, tu l'avais dès le début, en fait? Ou est-ce que en fait, c'est Pocket Jeunesse, donc de fait, c'était jeunesse. Moi, j'avais jamais écrit pour la jeunesse. C'est intéressant parce que j'ai été confronté un peu à mes propres préjugés. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, il faut que je fasse un vocabulaire hyper simple, une histoire hyper simple. Et après, je me suis dit, en fait, ils ont 13 ans, ils ont vu Game of Thrones. Enfin, je veux dire, à un moment, faut pas prendre des ados pour des idiots aussi, quoi. Et en fait, alors, forcément, je vais pas mettre des phrases hyper alambiquées, etc. Mais j'ai gardé cette idée de simplicité parce que c'était intéressant. Il y a un peu d'adage, si on sait bien de quoi on parle, on peut dire simplement. Mais voilà, on peut aussi prendre des risques, on peut prendre... Donc moi, ça m'a aidé aussi encore une fois, à clarifier un petit peu mes idées. Parce que des fois, quand on sait pas trop ce qu'on écrit, on fait une phrase compliquée en espérant que ça embrouille les lecteurs. Là, je n'avais pas le choix. Il fallait le choix très rapide. C'était très, très clair, en tout cas, et ça m'a aidé aussi, encore une fois, à aller droit au but et à savoir exactement là où je voulais aller. C'était un très bon exercice. Oui, quand on parle de ce roman, voilà, la connexion des jeunes à travers ces réseaux sociaux, des sentiments, c'est une dystopie parce qu'il y a ce réseau dont on ne sait pas ce qu'il y a vraiment derrière. Qu'est-ce qu'ont été tes influences à ce moment-là? Quand on parle de dystopie pour la jeunesse, on voit Hunger Games, Suzanne Collins. Est-ce que c'est ça? Il y a aussi Ready Player One aussi qui sont dans le genre de dystopie métaverse. Est-ce que ça tu connaissais, t'avais envie de t'inscrire là-dedans ou non, t'as suivi ton idée? En fait,
Pour le meilleur ou pour le pire, j'étais vraiment novice. Enfin, je connaissais la science-fiction, mais pas ce genre de science-fiction-là. Les Young Adults, je connaissais pas. J'avais jamais écrit de la science-fiction à part une nouvelle qui m'a donné quelques idées pour Interfile d'ailleurs. Et non, moi, ma science-fiction avant, c'était des classiques, Asimov, etc. Donc j'étais un peu frais. Et ce qui est bien, c'est que j'avais aucune influence trop directe. L'inconvénient, c'est que t'es un peu perdu. T'as pas forcément les codes de la science-fiction jeunes adultes. Mais souvent, on me dit ah oui, ça me fait penser à Black Mirror. Ouais, Black Mirror est arrivé après. Je connaissais pas. Et même Ready Player One, le livre était certainement sorti avant, mais je connaissais pas non plus. Donc j'ai vraiment et je pense que c'est pour ça que j'ai fait une histoire qui est certes de la science-fiction, mais qui a une approche très polar parce que c'était mes propres repères, c'était mes propres ouais, critères d'écriture en fait. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'Interfeed fonctionne avec des gens qui normalement ne lisent pas la science-fiction, parce que moi-même, je n'ai pas abordé ça comme un ouvrage de science-fiction. J'ai quasiment abordé ça comme un ouvrage, comme un roman policier dans un univers de science-fiction. Et la science-fiction est en fait très peu présente. Il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de porte, de passage temporel, etc. Il y a un réseau social, donc une puce dans l'oreille. Il y a un caillou qui projette des images, des voitures autonomes. Il n'y a pas grand-chose en fait, hein, de plus en plus. Et puis il y en aura de plus en plus dans les tomes suivants. Mais ça m'a, j'avais plus d'influence de n'importe quoi d'autre que de la science-fiction quand j'ai commencé à écrire cet ouvrage de science-fiction. Pour faire ça. Oui, c'est intéressant parce que aujourd'hui, la science-fiction, finalement, quand on met peu d'éléments de science-fiction, on est un peu, alors les gens n'aiment pas trop dire ça, dans l'anticipation, mais c'est une science-fiction qui est légère. Et finalement, on a ceux qui sont hardcore de la science-fiction trouvent que c'est un peu bon. Ça, effectivement, ça Ouais. manque de vaisseaux, de lasers et de choses comme ça, quoi, ou de space opéra, ou de fresques grandioses au travers l'espace. Donc C'est vrai. C'est c'est vrai. difficile de trouver le public parfois. En tout cas, faut pas cibler le public pur science-fiction parce que ça peut générer des déceptions. Ouais, puis la science-fiction a encore un côté un petit peu clos en France, un petit peu mal vu. Justement, les gens vont parler d'anticipation, comme ça c'est du grand art, anticipation, c'est bien, c'est une réflexion sur la société. Par contre, la science-fiction, piou, c'est pas bien. C'est un petit peu caricatural quand même de raisonner comme ça, je trouve, mais effectivement, et donc, euh, et donc peut-être on reproche effectivement un manque enfin pas d'imagination, mais de créativité de tout ce qui est pas la science-fiction, enfin de l'anticipation. Mais bon, en même temps, j'ai fait des séances de science-fiction et les gens étaient quand même intéressés, donc tout le monde n'est pas fermé d'esprit Ok. par rapport à ça. Tu as enchaîné en 2020, tu as publié les 2 Ouais, tomes suivants dans la même année. Donc j'imagine que c'est parce que il y a eu du délai aussi sur le tome 1 et ça t'a permis ah, c'est de ça. prendre un peu d'avance ou ouais. Moi, quand j'ai écrit le tome 1, donc j'ai écrit en 2014, entre 2014 et 2018, j'ai passé mon temps à imaginer la suite, en fait. Sans commencer, parce que j'avais pas recommencé un travail assez long, sans savoir si même le tome 1 allait sortir. Mais quand j'ai eu go pour tome 2, j'ai écrit très rapidement. Je savais exactement là où je voulais aller, quoi. Surtout que c'était pas la fin de l'histoire, donc j'avais pas encore cette contrainte de vraiment finir tous les arcs narratifs. Mais ouais, en fait, j'ai écrit tome 2 et 3 en même temps. Ça devait être un seul volume de 700 pages. Les éditeurs ont préféré, je suis pas forcément d'accord, mais ils ont préféré le couper en deux pour qu'il soit plus accessible et qu'il se vende mieux. J'entends les arguments commerciaux. Moi, je suis pas d'accord d'un point de vue artistique, mais j'entends les arguments commerciaux. Je suis pas sûr que on y gagne au final, puisqu'il y a des ouvrages de 700 pages qui se vendent très bien. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'ils sont sortis aussi rapidement les uns après les autres, parce qu'à la base, c'était un seul livre, en fait. C'était un seul livre de 700 pages. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu 6 mois d'écart entre le 2 et le 3. Je crois que ce qui aide aussi d'un point de vue commercial, c'est-à-dire que les lecteurs aiment bien savoir qu'ils n'auront pas à attendre trop longtemps pour lire la suite Ouais, derrière. tout à fait. Tout à fait. À quel moment tu t'es... Parce que ton livre parle des réseaux sociaux et toi, tu as fait un petit nid sur les réseaux sociaux qui aide, j'imagine, à la promotion de ton ouvrage, on va en parler. À quel moment tu t'es lancé vraiment sérieusement sur les réseaux sociaux et t'as décidé de pousser le format et de voir ce que ça pouvait donner? Alors paradoxalement, je suis pas très réseau. En tout cas, pour des raisons personnelles, moi, je mets jamais de photos de moi ou famille, ça m'intéresse pas. Je fais un petit peu maintenant, mais c'est très très rare. C'est parce que de fait, il y a des liens qui sont créés, mais j'ai vraiment commencé à être sur les réseaux quand j'ai commencé à sortir le tome 1 en fait. Surtout Instagram, TikTok n'existait pas encore à l'époque, ou en tout cas c'était Musical.ly, c'était pas encore le TikTok qu'on connaît maintenant.
Mais voilà, sur Instagram, c'était des photos de moi en dédicace, des photos de mon livre, etc. C'était vraiment de la pure promotion. Et, le shift s'est fait en fait en 2020. Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu un petit virus qui est arrivé, qui a changé la face du monde. Bon, quand il a commencé en mars, moi j'avais un téléphone portable qui était absolument immonde, hors de question que je fasse une seule vidéo avec. Mais après j'ai acheté un nouveau téléphone. Et en octobre, quand est arrivé le deuxième confinement, ça commence à tirer un petit peu. Et puis, bah, comme pour beaucoup de gens, en fait, il y avait des choses que je pouvais plus faire, des gens que je pouvais plus voir à cause du confinement. Donc, il y avait un peu une sorte de solitude. Après, quand on est écrivain, la solitude, on a un peu l'habitude. Mais bon, faut qu'elle soit choisie, quoi. Et donc, et là, je me suis dit, et moi, j'avais aussi envie d'un truc, c'était, je me disais, bon, ça fait des années que j'écris, mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'écris. Je sais pas. En fait, j'ai toujours écrit un peu à l'intuition. C'est-à-dire que les règles, je les appliquais sans vraiment les connaître. Je savais qu'une idée était mieux qu'une autre, un peu au feeling, je sentais les choses, je voyais les images, mais j'avais pas de théorie derrière, et je me suis dit, ça peut être intéressant d'utiliser un peu cette plateforme qui est TikTok pour 3 choses. La première, c'est de faire ma promotion, très clairement. La deuxième, c'est moi-même comprendre, en fait, comment est-ce qu'on écrit? Pourquoi est-ce qu'on écrit ci? Pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Pourquoi est-ce qu'on préfère telle chose, tel personnage? Pourquoi est-ce qu'un personnage un petit peu ambigu moralement, ça intéresse plus qu'un Superman qui est un peu niais? Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, je me fais tracher par les pro-Superman, mais qui vont me donner, oui, mais de la collection 46 de l'année, il est méchant, oui, d'accord. mais et donc en fait, en enseignant des conseils d'écriture, j'apprenais beaucoup. C'est un peu une platitude, mais c'est vrai. Et moi, ça me forçait à réfléchir, ça, oui, mais pourquoi ça, c'est important, etc. Et en fait, j'ai un petit peu théorisé ce que je faisais un petit peu naturellement. Et la troisième chose, en fait, c'était déjà pour avoir un lien social. Quand j'ai commencé pendant 1 an, en fait, j'ai sorti une vidéo par jour. C'était de la régularité, c'était de la planification. J'aimais bien cette idée de construire un projet comme ça. Et puis, ça marchait très très vite, quoi. Sur TikTok, quand tu commences, c'était un petit peu de chance. Les vues, enfin les abonnements arrivent très rapidement, donc ça, forcément, ça te flatte, t'as envie de rester, et puis après, quand les abonnements baissent, tu restes quand même parce que t'es addict, mais voilà, c'est un peu la logique. Mais en tout cas, voilà, ça marche très rapidement, donc je me suis dit, bah, c'est parti, on sens. Et la troisième chose, et on en parlera peut-être après, c'est que je trouve qu'en France, surtout, on sait pas comment est-ce qu'on écrit. Il y a un peu cette idée que l'écriture, c'est mystérieux, c'est un peu un don, c'est vraiment, faut être torturé, enfin, une sorte de, pas faire des incantations pour écrire. Alors que les Américains, par exemple, pas du tout. Ils ont des principes, c'est un peu comme les cours de théâtre, quoi. Ils ont des méthodes, ils ont un truc beaucoup plus pragmatique, et moi je suis très pragmatique. Et donc je me suis dit, bah, et en fait, pourquoi je trouve que c'est embêtant de raisonner comme ça en France, c'est que t'as plein de gens qui veulent écrire mais qui savent pas comment. Et tout ce qu'on leur dit, c'est crois en tes rêves, n'hésite pas, ne fais pas de compromis. Bon, d'accord, ça c'est gentil, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Moi, je préfère leur dire, bah, c'est très simple. Commence à te concentrer sur la construction de ton personnage. Voilà, des trucs plus pratiques, en fait, pratico-pratiques. Et je trouve que ça me manquait. Je pense que ça manque toujours, d'ailleurs. Et c'était aussi mon envie qui était de dire, en fait, il y a des choses qu'on peut apprendre en écriture. Et c'est pas parce que tu les connais que tu vas écrire de manière neutre ou que tu vas perdre ton talent. Au contraire, ça va t'aider à affiner ton style, quoi. Et c'était ma troisième raison. C'était vraiment montrer qu'en fait, il n'y a pas trop de magie derrière l'écriture et du travail et des choses qu'on peut apprendre et de la pratique, quoi, comme tout. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette approche-là. Ok. On pourrait penser que tes conseils d'écriture vont s'adresser à des gens qui veulent écrire, qui ont une affinité avec l'écriture, qui sont déjà dans un cheminement d'écriture, etc. Et donc, tu vas t'adresser plutôt à la catégorie auteur que lecteur. Mais finalement, ça intéresse les lecteurs parce que ça les aide à réfléchir sur les histoires. Et tu prends des références qui leur parlent, en fait. Tu vas taper dans le manga, taper dans Harry Potter, voilà, donc ça aide beaucoup finalement à décrypter les histoires pour les lecteurs. Bah, t'as raison. Je pense que si c'était uniquement des aspirants écrivains ou des écrivains qui me suivaient, j'aurais pas le nombre de followers que j'ai. Attendez, c'est quoi le mot de l'Académie française pour followers? C'est acolyte des illustres. Voilà, j'aurais pas un tel nombre d'acolytes des illustres. C'est vrai, hein, l'Académie française recommande de ne pas dire follower parce que c'est d'anglais, et l'anglais c'est pas bien. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui me disent, j'ai jamais pensé à écrire. Alors déjà, il y en a qui m'ont dit, je pensais jamais écrire, mais maintenant j'ai envie d'écrire. Bah, très bien, faites-toi plaisir. Et d'autres qui disent, j'aime pas écrire, etc., mais j'aime beaucoup ça.
Et je pense qu'on a tous envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on aime une histoire, pourquoi est-ce qu'on pleure face à une histoire. Donc c'est aussi pour ça que ça marche, je pense. Et, euh, et les mangas, c'est un double choix. Le premier choix, il est stratégique. On est de la communication. Sur TikTok, c'est assez jeune, c'est assez manga. Moi, je sais que si je fais une vidéo sur One Piece, j'ai 15 fois plus de vues que si je fais une vidéo sur enfin, non, sur Amizola, j'ai 0 vue. Donc, mais ou peut-être quelques-unes au final, parce que. Mais et donc voilà, c'est assez, mais c'est aussi un moyen de montrer que le manga, c'est une œuvre, c'est une expression artistique qui est tout à fait valide, qui est aussi très intéressante, qui a beaucoup de richesses. Enfin, One Piece, il y a plein de défauts, mais il y a plein de qualités, quoi. C'est un monde incroyable, des rebondissements, etc. Donc, c'est pour montrer que c'est pas une sous-culture, en fait. C'est que ça marche et aussi que les principes d'écriture, ils sont un peu universels. C'est-à-dire que les principes, ils marchent pour le manga, ils marchent pour un roman de science-fiction, ils vont marcher pour un roman, un film français un petit peu d'auteur. Donc je trouve ça intéressant de faire des passerelles entre des choses qui n'ont rien à voir parce que c'est moi aussi ma consommation d'œuvres. C'est-à-dire que je vais lire One Piece, puis je vais lire les Rougon-Macquart, puis je vais regarder un film franco-slave sur une bonne sœur des années 60. Ça me dérange pas de changer de genre comme ça et c'était aussi un moyen de rassembler tout ça autour de mes conseils d'écriture. Tu... Aujourd'hui, tu fais plus une vidéo par jour. Tu as réduit la cadence, j'imagine. Ouais, mais pas tant que ça, je pense. Parce que, en fait, j'ai plus cette contrainte-là, mais des fois, je fais 3 vidéos parce que j'ai envie. Bon, là, actuellement, c'est plus compliqué, mais non, j'en fais un peu moins parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, et puis autant en faire quand on a des idées. Mais euh, mais j'ai dû en faire pas mal comme cette année aussi. J'ai dû en faire pas mal. Est-ce que, est-ce que ça t'aide justement à la promotion? T'as vu des résultats sur les ventes de Oui. livres ou est-ce que... Alors ça, non, parce que c'est très compliqué d'avoir des retours, et puis il y a plein de paramètres. Mais ouais, je sais pas si tu connais certainement, mais c'est voilà, c'est avant que les éditeurs lâchent les infos, c'est un peu compliqué, ce qui est très embêtant, je trouve d'ailleurs. Après, moi, j'aime pas d'autres auteurs de fond. Moi, j'ai du mal à faire ma promo, quoi. Vraiment, j'aime pas ça. Enfin, si être en dédicace, j'aime bien parce que j'en rencontre des gens. Prendre un exemple dans Interfile, j'aime bien, mais c'est vrai que faire 15 vidéos où je dis ah mon livre il est trop bien, faut que vous l'achetez, j'aime pas. C'est pas mon truc. Mais bon, indirectement, je fais ma promo aussi parce que les gens que voient ma tronche, ils voient que je parle d'Interfile. Des fois, ils vont acheter Interfile. Mais c'est vrai que donc ça joue. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont contacté en disant bah tiens, je t'ai découvert sur Internet, je suis allé voir Interfile, c'est super. Mais je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point. C'est pas mon propos principal, c'est pas mon but principal. Peut-être qu'il faudrait que j'aille plus de l'autopromo, mais c'est vrai que j'ai l'autopromo pour autopromo, c'est pas mon truc. Oui, oui. Mais Non. ça joue, forcément ça joue. Ouais, c'est souvent un peu plus subtil que ça. Il y a une indirection avant Ouais, pour mais réussir. j'ai l'impression de manipuler mon spectateur si je fais un coup de théâtre et à la fin je dis ah d'ailleurs j'en parle dans Interfile, j'ai l'impression de Ouais, vendre ouais. de vendre une serpillère quoi. Mais bon, c'est peut-être que c'est moi, hein, c'est juste mon Ouais. ressenti. Ouais, je pense que la promotion doit être une partie, voilà, une petite fraction, sinon ça lasse, quoi. Ah oui, ouais, oui, en plus je pense, Euh, Tu parlais de l'addiction tout à l'heure des réseaux sociaux. Tu dis au début on poste parce on a le boost du nombre de vues qui monte. Et comment t'as géré ça? Comment tu arrives tu vois, limiter, à pas te faire manger par la partie communication et puis te dire bah faut que j'écrive aussi quand même. Ouais, c'est sûr. Mais surtout que ça, c'est comme pour tout le monde, en fait. C'est entre un travail qui est parfois contraignant et scroller sur TikTok, bah, c'est plus facile de scroller sur TikTok, quoi. Mais là, ça me fait sur l'addiction, c'est une histoire de facilité. Après, moi, justement, le fait de m'être mis une vidéo par jour pendant 1 an, bah, c'est pas le nombre d'abonnés qui va me motiver, quoi. C'est, maintenant, je me suis dit que je faisais un truc, je fais un truc. Je suis assez, donc des fois, pendant 2, 3 semaines, un mois, il y avait plus trop d'abonnés, et je continue quand même. Et en fait, cette régularité, elle est payante parce qu'après, t'as une vidéo qui va marcher. Là, enfin, je suis à 100 000 abonnés sur TikTok. Euh, j'ai stagné à 90 000 pendant 5 ou 6 mois. Là, il y a 2, 3 mois, j'étais à 95, 98, peut-être 1000. J'ai fait une vidéo sur comment tuer un personnage. Ça marche toujours. Les gens adorent ça. Et d'un coup, j'ai pris 5 000 abonnés. En fait, c'est vraiment très aléatoire sur TikTok. C'est très frustrant parce que tu peux rien prédire. C'est ça qui provoque l'addiction, hein, c'est l'imprévisibilité.
Mais voilà, donc pour gérer ça, déjà, c'est pas compliqué. Moi, je sais que je passe une demi-heure sur TikTok et après, je me sens pas bien, quoi, parce que c'est pas aussi gratifiant que lire un livre ou voir une bonne série. Donc, au bout d'un moment, j'arrête. Ou c'est que j'ai vraiment envie de me vider la tête. Mais ouais, l'idée, c'est de, de faire sa vidéo, de regarder un peu les résultats et ouais, bah, ça a l'air bête comme ça, mais de savoir s'arrêter à temps. Et, euh, et de penser à la satisfaction que tu auras à la fin de ta journée. Il y avait un philosophe qui avait dit, personne à la fin de sa vie, sur son lit de mort, se dira, j'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook. C'est-à-dire que c'est vraiment du passe-temps, tu vois, c'est vraiment du passe-temps les réseaux. Et c'est très bien, c'est pas du tout une critique, mais c'est bien de se dire, attends, là, est-ce que j'ai envie de passer ma soirée sur TikTok? Bah non, généralement, tu as envie de voir un bon film, passer du temps avec tes proches, lire un bouquin. Mais en fait, si tu arrives à te projeter sur ton ressenti d'après l'activité, c'est un bon moyen de te lancer dans un truc qui va te faire vraiment plaisir. Tu as beaucoup travaillé, je vois passer tes posts, notamment sur ton blog. Tu travailles beaucoup avec les écoles, donc tu fais beaucoup d'interventions dans des collèges, lycées, écoles. Comment tu t'es retrouvé à faire ça et puis dans ce réseau-là qui te permet de le faire? Qu'est-ce que ça t'apporte aussi? Enfin voilà, comment tu vis cette partie de l'expérience-là? En fait, bon, une partie, c'est des profs qui ont aimé mon livre et qui m'invitent. C'est pas la plus grande partie. Et en fait, c'est très simple. Moi, il y a 2 ans, j'ai écrit, alors je sais pas si on en parlera, mais en fait, Interfile 4 est un peu en stand-by en ce moment parce que Pocket Jeunesse ne veut pas le publier pour diverses raisons qu'on pourrait évoquer après. Le problème de ça, c'est que s'il n'est pas publié, moi, j'ai moins d'argent, j'ai moins d'invitations dans les festivals, etc., etc. Et donc, il fallait que je trouve un peu d'autres moyens de gagner de l'argent parce que moi, là, j'ai fait des études aussi de psychologie, c'est mon 2e master, et j'avais envie d'avoir des... Et justement, en fait, mes études de psychologie, je me suis aussi concentré sur les fake news, sur les théories du complot, et ça fait un peu écho Interfeed, parce que les fake news, théories du complot, on est sur les réseaux sociaux aussi, quoi. Et je sais que les profs, ça les intéressait aussi, et donc, c'est vraiment comme ça maintenant que j'aborde des choses. Soit on fait, alors soit je fais un jeu de questions-réponses avec les élèves qui ont lu mon livre, soit je fais des ateliers d'écriture, soit je parle par rapport aux fake news, et ça, les profs sont très intéressés par ça. Et donc, en fait, voilà, c'était aussi un moyen de me dire, bon, bah là, t'as pas de livre qui est sorti depuis 2 ans, parce que le cas ne sort pas, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et en fait, je me suis concentré là-dessus, et j'aime beaucoup, parce qu'en fait, tu ignores pas, mais un travail d'écrivain, c'est très solitaire. Moi, je suis solitaire, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien de rencontrer du monde, et puis c'est cool de parler avec des jeunes, quoi. Tu vois, on n'est pas si vieux que ça, mais voilà, des ados qui ont plein de questions, des fois qui sont un peu cash, etc. Généralement, ils sont sympas, voilà. Et puis quand tu leur dis que tu lis One Piece, ils sont tout contents, t'es devenu un peu leur copain. Donc c'est vraiment sympa, tu vois. C'est vraiment sympa, je trouve. Et puis ça rythme ta journée, tu vois. Si tu fais une matinée d'intervention, dans l'après-midi, t'es plus motivé pour écrire. Alors que si tu passes 8 heures à écrire de la journée, c'est pas pareil. Donc voilà, moi c'était un moyen d'alterner un petit peu justement le travail solitaire de l'écriture avec un peu une activité sociale. Et puis moi, contrairement peut-être à d'autres écrivains, je pense que l'écrivain a un- une mission sociale aussi, c'est-à-dire que faut pas qu'il soit inaccessible, disponible que 2 minutes après 2 heures d'attente dans un salon du livre, quoi. Faut qu'on puisse parler, lui poser des questions. C'est pour ça que je suis sur les réseaux aussi. Si tu veux me poser une question, pose à moi. Alors des fois, les gens me disent, oui, voilà, j'ai écrit une histoire, et il te décrit l'histoire sur 40 pages. Il dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Vu, etc. Mais dans l'idée, voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir, ça désacralise un peu la figure d'écrivain. Je pense que c'est très important parce que je trouve qu'on donne à la fois trop d'importance et pas assez d'importance aux écrivains dans notre pays. Mais donc voilà, c'est pour créer du lien en fait avec les gens, avec les jeunes générations ou les moins jeunes. Hein, en médiathèque, c'est moins jeune. Parler de sujets qui sont importants, je pense, pour les fake news, ou leur montrer que n'importe qui peut écrire des histoires avec les ateliers d'écriture. Donc c'est une sorte d'utilité qui va au-delà du bouquin et c'est bien de se sentir utile. Et on sent concrètement le jour J qu'on se sent utile dans les interventions. Parce que le bouquin, il faut attendre que c'est publié, des retours et tout. Là, tu fais une intervention en classe, les élèves aiment bien, t'as été utile et ça se voit tout de suite, quoi. Ce qui est, euh, ce qui est vraiment passionnant dans ce que tu racontes, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a
il y a un déficit de culture dans l'enseignement, enfin dans l'éducation des jeunes. Ils sont bombardés d'images et il n'y a pas de cours pour, hormis peut-être après ou une option au lycée ou après dans des études spécialisées, mais décrypter les images, comprendre les films, analyser ce qu'on voit. Donc voilà, et puis l'aspect fake news aussi, l'aspect comprendre les réseaux sociaux, comprendre les outils qu'on maîtrise. Je trouve que c'est très intéressant que tu arrives à porter ce message au travers, je sais pas quels sont les profs qui te font venir, j'imagine que c'est plutôt dans la branche français. Voilà, français, techno ou histoire, ouais, mais c'est souvent documentaliste et français. Donc voilà, c'est super intéressant, même si c'est parfois des initiatives individuelles, j'imagine, mais que tu arrives à porter ce message qui est hyper important. Alors pour nuancer un petit peu, les plus grands les plus grands partageurs de fake news en France, ce sont des jeunes de 60 ans et plus, qui sont sur Facebook et qui voient que tonton anti-vax, etc., nous explique qu'il y a des virus 4G de vaccins. Les jeunes, je pense, alors là, c'est une théorie qui a pas beaucoup de stabilité, mais ils ont grandi avec ça et depuis le début, on leur dit méfie-toi d'Internet. Et donc, ils ont quand même une certaine vigilance. Alors, ils vont se ravoir comme tout le monde, mais ils savent qu'il faut pas tout croire sur Internet. Les gens qui découvrent Facebook à 60 ans et qui ont l'habitude de croire les journaux, ils voient un post sur Facebook, ils vont se dire, mais c'est ça, c'est vrai. Quoi? Mais en fait, Zelensky, c'est un zombie. Et en fait, ils vont lui apporter un crédit parce qu'en gros, ça leur semble moins logique qu'une personne puisse écrire pour dire n'importe quoi. Parce qu'ils ont ce rapport journalistique, en fait, avec les infos. Et c'est pour ça, quand on me demande, oui, alors c'est pour quel âge et tout, j'ai mais tous les âges, quoi. Et puis, faites venir des plus âgés, quoi. C'est très important. Très important. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que te renvoie justement dans tes interventions? Qu'est-ce que tu ressens, tu vois, du retour des jeunes sur ton roman, notamment, voilà, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport quand tu leur parles de fake news, quel est l'écho que tu as en retour, toi, de ce terrain? Moi, mon approche, en fait, elle est très simple. Je veux pas faire culpabiliser les gens. Ça sert à rien. Mais je pense que tu dis à quelqu'un, t'es sur les réseaux, mais t'es vraiment nul, ouvre un livre. Ah, c'est la meilleure manière pour qu'il ouvre jamais un livre. Surtout si tu dis ça à un ado. Je sais pas quel âge a ta fille, mais voilà, tu dois. Elle a 16 ans, ouais. Bon, bah voilà. Tu dis, faut pas aller sur TikTok. La première chose qu'elle veut faire, c'est aller sur TikTok, hein, je veux dire. Puis c'est même pas que les ados, hein, on est tous comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc moi, je juge pas, et souvent, peut-être tout bête, mais je prends plusieurs types d'exemples des fake news quand je parle des réseaux. Déjà, je parle de la Terre plate. Et je vais pas dire, les platistes, c'est vraiment des abrutis. Je dis, voilà, il y en a qui pensent que la Terre est plate, moi je suis pas d'accord. Et après, je parle par exemple de l'alunissage. Tu vois, beaucoup de gens pensent que les Américains sont jamais sur la Lune, peut-être que tu penses. Je vais pas dire, vraiment, c'est tous des abrutis de penser ça. Je dis, voilà, ils ont le droit de penser ça. Maintenant, je t'explique moi pourquoi je pense que c'est pas pertinent et pourquoi ci, pourquoi ça. Et le fait de dire ça, le fait de pas mettre, en gros, eux contre nous, ou de juger les gens qui pensent ça comme des idiots, je trouve ça absurde. En fait, peu importe je pense pas que ce soit vrai, mais même si c'est vrai, si tu dis à quelqu'un qui est idiot, tu vas dire, bon, bah d'accord, je suis idiot, il va pas changer d'avis. Ça marche pas comme ça. C'est comme dire à quelqu'un qui va jamais réussir à faire une dictée, il va jamais réussir à faire une dictée, il va pas. Donc voilà, mon approche, c'est plutôt de dire, on croit tous des fake news, et en fait, c'est nous tous, on va essayer de comprendre un petit peu comment on peut s'en sortir. Et là, c'est intéressant, je pense. Quand tu les opposes pas, il n'y a pas moi qui détiens la vérité, et eux qui sont vraiment des idiots à croire des fake news, c'est, ok, nous tous, on est dans le même bateau, on va tous se faire avoir à un moment, et là, collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour moins se faire avoir? Voilà. Faut englober tout le monde, quoi. Avant qu'on parle de la suite de tes prochains projets, toi, en tant qu'auteur, est-ce que tu penses que pour les auteurs, les autrices qui nous écoutent, est-ce que c'est un bon investissement de son temps d'essayer de trouver un créneau sur les réseaux sociaux, une petite manière de se faire connaître, ou est-ce que c'est vraiment dans des cas spécifiques? Toi, ça a marché un peu par hasard. Quelle est ton approche par rapport à ça? Je suis à la fois optimiste et pessimiste. Je pense que c'est d'un point de vue très pragmatique, très clairement, si tu vas sur les réseaux, tu vas plus te faire connaître et donc tu vas pouvoir vendre plus de livres. Même si je suis pas sûr qu'il y ait un immense retour sur investissement. Donc si vraiment tu passes 5 heures par jour à faire plein de TikTok rigolos, je pense pas que le jeu en vaille la chandelle. Je pense pas que tu vas vendre des milliers de livres.
Mais tu te fais connaître et je pense, alors j'ai pas encore fait cette démarche-là, mais les maisons d'édition, après, tu dis, ah, putain, lui, il est suivi par tant de milliers de personnes, etc. Ça va être un ajout, en fait, ça va te rapporter de la valeur ajoutée. Il n'y a pas que toi, auteur, il y a toi, auteur et influenceur, entre guillemets. Donc ça, c'est une première chose. Après, le piège, à mon sens, c'est que si on fait tout ça, et je dis ça en étant dessus, les maisons d'édition, après, elles vont te demander de faire ça. Elles vont dire, bah, c'est un peu une condition sine qua non pour être édité, quoi. Va sur des réseaux. Tu n'es pas sans savoir que les auteurs sont déjà extrêmement mal payés. Si en plus, faut passer du temps sur des réseaux, eh ben, c'est juste du temps en plus où t'es pas payé, clairement. C'est du travail que ne va pas faire la maison d'édition. Parce que elle va te dire, oui, mais c'est mieux que ce l'auteur directement qui fasse ça. Et ce qui est vrai, mais au final, c'est toi qui fais le travail en plus, qui n'est pas payé pour ça. Et en plus, moi, j'ai la chance d'être plutôt à l'aise quand je fais une vidéo. Et je pense que plein d'auteurs sont pas à l'aise devant une caméra, et c'est leur droit de plus légitime. Donc tu vas demander à ces gens-là qui sont peut-être introvertis, ou qui ont juste pas envie, ou qui ont même pas de téléphone portable, enfin, Amélie Nothomb, je vais mal faire des conseils TikTok. Elle a même pas Internet. Et c'est son droit plus légitime, hein, c'est pas la question. En même temps, elle a pas besoin de ça, mais, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, on risque de demander, en fait, à des auteurs de faire un truc qui est pas leur boulot c'est d'écrire, encore une fois, alors qu'on leur demande déjà de faire des dédicaces gratuitement, etc., et dont c'est pas la nature, généralement. Généralement, l'auteur, enfin, c'est un cliché, mais il est un peu introverti quand même, quoi. C'est qu'il aime bien faire des trucs tout seul. Bah, sur les réseaux, c'est pas trop ça, quoi. Donc, si vous voulez faire, faites-le. Je pense que c'est hyper intéressant. Je vous conseillerais de ne pas faire que pour faire votre promotion, parce que je pense que c'est pas le truc le plus riche à faire, et je pense que ça va être assez décevant de faire ça que pour vendre 3 livres en plus. Mais il faut se méfier, après, d'un point de vue plus général, à ce qu'on incite tous les écrivains, tous les auteurs, tous les artistes à faire ça, parce que là, je pense que c'est assez perverse. Ok, bah c'est très clair. Parle-nous d'Interfile 4 qui ne sort pas. C'est une frustration. Ouais, c'est un peu un drame. Mais en fait, donc Pocket Jeunesse m'a demandé d'écrire 4, on a signé un contrat, j'ai écrit 4. Je prends 2 mois de plus. Je devais rendre en début 2021 et je vais plus rendre avant mars ou avril 2021. Ce qui, alors, en soi, c'est mon problème. Après, un bouquin de 700 pages, 3 mois de plus, je pense que ça peut le faire. Surtout que, et là, il me dit, ah non, mais en fait, c'est trop tard, quoi, maintenant. Ouais, mais en fait, ouais, c'est pas trop tard. Donc, j'envoie le livre en avril. Et au bout d'une semaine, pas de réponse, comme d'hab. J'ai dit, bah voilà, vous en pensez quoi? Ah non, mais en fait, on ne sort pas. Ouais, mais en fait, ça fait 1 an et demi que je travaille dessus, donc 1 an et demi sans travailler sur votre projet, sans d'autres rentrées d'argent, parce que voilà. Et non, mais le 3, c'est pas assez vendu, puis là, c'est déjà trop tard, parce que tu comprends, le 3 est sorti il y a 6 mois, d'accord? Et ce que je leur reproche, c'est qu'en fait, ils m'ont même pas averti, quoi. Ils m'auraient dit en janvier, Antonin, bouge-toi, dans 2 semaines, faut que tu nous les donnes, sinon on peut pas sortir. Bah, je me serais bougé, quoi. J'aurais fait 5 lignes blanches et j'aurais écrit. Et là, 0 nouvelles, 0 info. Bon, bah, je me dis, je continue, quoi. Je continue, et puis voilà. Et puis, la création d'un livre, c'est, oui, il faut des délais, c'est sûr. Mais, il y a aussi une part humaine, quoi. Quand, des fois, tu bloques sur un endroit, bah, tu bloques sur un endroit pendant quelques jours, et c'est comme ça. Donc, je reproche plutôt une sorte de déficit de communication qui a souvent été présent, quand même, ne nous le cachons pas. Où, à aucun moment, on ne m'a dit que si je rendrais ça 2 mois plus tard, vraiment, c'était la fin des haricots, et Interfile ne sortirait pas, sachant que c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que c'est le tome qui conclut la saga, quoi. Donc c'est très frustrant. Voilà. Donc il est chez Pocket Jeunesse depuis 1 an, presque et demi. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir. Ok. Voilà. Pourtant, j'ai lu des chiffres, j'ai vu passer des chiffres, voilà, sur Internet. J'ai pas accès aux sources de ces chiffres, mais il y avait, je crois, 20 000 ventes pour toute la série. C'est honorable dans l'imaginaire comme vente. Oui, c'est honorable. Ouais, mais après, c'est le tome 1. Après, le tome 3 est sorti en plein confinement. Donc ça, c'est très frustrant. Ils ont pas voulu le décaler. Ils m'ont dit, on va pas décaler la sortie de ton livre pour soutenir les libraires. Alors, je dis, c'est très bien. Moi, j'adore les libraires. Un peu les boules quand même, quoi, tu vois. Et donc, voilà. Et donc, forcément, ils disent, oui, on sort pas le tome 4 parce que le tome 3, c'est pas assez vendu. Je dis, bah oui, il est sorti en plein confinement. Je veux dire, à un moment, c'est le Covid, quoi, tu vois. C'est pas une situation, et accessoirement, il m'avait déjà payé les avaloirs. Donc les avaloirs, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'argent qu'on donne à l'avance. Donc il n'avait plus d'argent à me donner pour sortir ce livre. Donc j'ai un peu en travers. J'ai peut-être quelques torts. Je pense qu'ils en ont aussi très clairement. Déficit de communication.
Et puis surtout, c'est pas respecté pour les lecteurs. Enfin, moi, à chaque fois, les lecteurs me contactent en disant, il sort quand? Et tout ce que je peux leur dire, c'est, je ne sais pas. Ils disent, ah, bah, j'aimerais bien. Bah, oui, mais je ne sais pas. Non, mais en fait, la réponse est non, il va pas sortir parce que c'est trop tard maintenant. Voilà. Et c'est pareil, le tome 1 est sorti en poche. Ils n'ont pas sorti le tome 2 et 3 en poche, quoi. Et donc, on me dit, il sort quand en poche, le 2 et 3? Je ne sais pas. Ils ont tout arrêté, en fait. Ils ont tout arrêté, zéro communication, zéro, enfin, voilà, même, enfin, donc c'est, le problème, c'est qu'en fait, ils ont décidé d'un coup que c'était plus intéressant de suivre la série, et ils ont coupé court à tout sans même me prévenir. C'est-à-dire que j'aurais demandé depuis 1 an et demi quand sortait le 2 en poche, la réponse, c'est pas de réponse, ils m'ont pas répondu. Au lieu de me dire non, on arrête tout, ils ne me répondent pas. Et ça, c'est un peu frustrant, t'as vraiment l'impression d'être dans une grande machine, en fait, qui te méprise un petit peu. Ils ont fait des choses super, hein, mais sur ce coup-là, c'est pas top. Et je dis ça sans vouloir renier la part de tort que j'ai. Est-ce que il y a des auteurs qui sont hybrides, qui ont été édités par des éditeurs, qui sont aussi auto-édités, qui s'auto-éditent. Est-ce que toi, pour les prochains, tu es tenté de choisir cette voie? Ah, non, parce que j'ai pas le temps d'auto-éditer mon livre, et puis très clairement, enfin, je sais pas si t'es édité ou auto-édité. Je pense que c'est une très bonne aventure. Je pense même que ça me pourrait me plaire, mais tu vois, là, comme je suis dans des projets d'intervention scolaire, et puis peut-être d'autres projets un peu plus universitaires, j'aurais pas le temps de faire ça, j'ai pas trop envie de m'en occuper, donc je préfère passer par une maison d'édition. Je pense que je prendrai un agent aussi, parce que j'en ai marre de négocier mes contrats directement avec mes éditeurs, mais pour l'instant, auto-édition, non. Contrairement à beaucoup, j'ai absolument aucun problème dessus. Je pense au contraire, c'est très bien qu'il y ait plein de manières de diffuser ces histoires. Et puis ne nous cachons pas que les maisons d'édition classiques, c'est très dur d'y avoir accès aussi, quoi. Donc c'est très bien qu'il y ait cette offre-là, mais pour l'instant, c'est pas trop un truc qui m'intéresse. Je préfère être dans une structure qui va gérer la diffusion, qui va gérer la com, même si moi je fais une com aussi en à côté avec mes réseaux. Au niveau littéraire, du coup, après Interfile 4, est-ce que tu as d'autres projets? Tu veux lancer d'autres Bah, pour rien te cacher, après le fiasco d'Interfile 4, en tout cas leur décision de pas sortir, ça m'a un peu tombé, donc j'ai arrêté d'écrire pendant 6 mois, ce qui n'arrange pas tout, parce que si tu arrêtes d'écrire, bah, forcément, t'es moins invité, etc. Donc ça, c'est aussi une conséquence de ça, mais je me suis repris en main. Et puis tu vois, durant cette période-là, bah, le fait d'avoir TikTok, etc., tu crées un lien, tu gardes une activité, donc c'est intéressant pour moi. Mais oui, là j'ai un autre projet, un autre bouquin de science-fiction, j'ai reçu une bourse pour ça, donc ça c'est super. Donc une bourse, en gros, c'est un organisme, moi c'est la région Rhône-Alpes, qui me donne un peu d'argent pour que je puisse écrire, parce que bah, sinon on n'a pas d'argent. Et c'est bien parce que ça montre que le projet il aura pu. Je pense que ce sera, parce que je pense pas, je suis pas quelle jeunesse pour celui-là, mais je pense que ça permettra, c'est un atout en fait pour présenter ton livre, quoi. Bah il a reçu une bourse, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui y croient. Donc ouais, là je suis sur un autre projet qui va être, je pense qu'il va être bien, mais bon, c'est pas objectif. Mais je pense qui est à destination de la jeunesse également? Ouais, mais un petit peu plus adulte. C'est-à-dire que Interfile à partir de 13 ans, là, je vais mettre à partir de 14 ans peut-être. Voilà, mais j'ai pas fini, tu vois, là je suis vraiment sur le premier jet, donc après je verrai un petit peu comment j'affine le truc pour voir l'histoire peut être accessible à tout le monde, mais c'est la manière de raconter l'histoire qui va peut-être changer en fonction du public. Ok, bah écoute, c'était très intéressant de pouvoir échanger avec toi. Je crois c'était un plaisir. On a fait le tour de ton actualité, à moins que tu aies des choses que tu souhaites souligner, mettre en avant, c'est le moment. Non, mais merci pour cet échange, c'était très 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 sympa. On a un peu parlé de toi, mais non, mais c'est pas le but, mais voilà, le but c'était de parler de toi, et puis bah, franchement, j'ai été ravi de voir un peu tes deux casquettes, voilà, ton investissement dans la pédagogie, dans l'éducation, ouais. ton investissement dans la littérature jeunesse, c'était vraiment passionnant. Donc, je pense que ça va intéresser les auditeurs. Je te souhaite de trouver un éditeur pour ce projet. Ça marche. Et puis, merci, puis à très bientôt. Hein, au plaisir de se croiser. Je t'en prie. Merci, Mickaël. Ouais, au plaisir aussi.